Bonjour à tous. Avec ses 475 440 km² de superficie, 360 communes, 10 régions, pour une population estimée à plus de 30 millions d'habitants, le Cameroun a, suivant sa constitution du 18 janvier 1996, opté pour la décentralisation, un système de gouvernance qui consiste à un transfert de pouvoir de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées. 1996-2021, 25 années se sont écoulées, mais le Cameroun demeure dans l'expérimentation de ce concept qui semble cher à toute sa nation. Comment est-on arrivé à la décentralisation au Cameroun? Quels sont les tests qui encadrent sa mise en œuvre au niveau local? Pour en savoir, nous sommes allés à la rencontre des experts en question de décentralisation, élus locaux, autorités administratives et autres observateurs de la scène politique camerounaise qui, dans ce programme, font également comprendre les rôles des principaux acteurs impliqués dans l'accélération de ce processus au Cameroun. Cet homme, c'est Eli Bilobé, homme politique camerounais, très connu pour ses prises de position. Quand on parle de décentralisation, Eli Bilobé se sent dans son élément. Et d'ailleurs, c'est une réalité qui était très attendue. Ça a quand même pris une bonne vingtaine d'années pour être mis en place convenablement, c'est-à-dire conformément d'abord à la législation, qui, elle est assez ancienne. C'est en 1996 que la Constitution du Cameroun fait du Cameroun un État décentralisé. En 1996, il y a eu une réforme constitutionnelle qui était appelée à mettre en œuvre les accords que les différentes parties, l'opposition, le gouvernement et même la société civile, à l'occasion de la rencontre tripartite que le président avait initiée après qu'il ait refusé la conférence nationale en 91. Et ces accords-là, entre les différents intervenants, il y avait le régime, donc le président, ses représentants, les représentants de son parti, d'un côté, de l'autre côté, la grande famille de l'opposition qui se battait pour obtenir une conférence nationale souveraine à l'effet de mettre sur pied un nouveau contrat social. Parce que c'était ça, l'objectif de la conférence nationale souveraine. Et comme il y avait un risque de dérapage au regard de ce qui s'était déjà passé dans d'autres pays, le président a refusé la conférence nationale souveraine. Mais en lieu et place, il a quand même laissé que la société camerounaise puisse elle-même indiquer un certain nombre d'orientations politiques essentielles. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la conférence tripartite. C'est de cette conférence-là que part l'idée de la décentralisation. L'accélération du processus de décentralisation est une opération obligatoire dans un contexte où le peuple camerounais aspire fortement au développement. Le système de gestion centralisé ayant montré ses limites. C'est l'avis de cet autre homme politique camerounais, André Bandakani, président national du nouveau mouvement populaire MNP. Parlant de décentralisation, la position de son parti est claire. Il faut passer à l'acte. Cette position aurait d'ailleurs motivé la tenue de la première convention du NMP du 21 au 24 mars 2019 à Douala, sous le thème « Entrons réellement dans la décentralisation ».
Il faut que les populations à la base comprennent que c'est leur affaire. Croyez-moi, ils n'ont pas encore compris. Parce que les réseaux de la centralisation, les réseaux qui mettaient toi et Yaoundé se sont organisés pour que même les 15% qu'on envoyait à la base tombent dans les mains de leurs gens qu'ils ont placés dans les mairies. Mais est-ce que ça a assuré auparavant que ces gens-là ont des compétences même pour gérer l'argent là pour la base? Et ça fait donc que on a décentralisé, mais il y a un gros risque qui nous menace. C'est que on se retrouve dans une centralisation municipale qui fait que ce sont les mêmes réseaux qui hier contrôlaient les choses au centre qui vont venir reprendre de la main droite ce qu'on nous a donné de la main gauche. Pourquoi vous avez les populaires? Il y a une sorte de désenchantement au niveau de la base. Non. Que nous, en tant qu'hommes politiques, on ne peut pas encourager. Parce que les gens se disent que, ok, on a décentralisé. Et qui est-ce qu'on retrouve? Les mêmes visages qui hier étaient dans les mairies, étaient même dans le centre, se retrouvent dans les régions, dans les communes. Ce sont les mêmes. Pourquoi la population sont un peu perdue? Le 6 décembre 2020, le Cameroun a franchi une étape considérable dans le processus de décentralisation à travers l'élection des conseillers régionaux. Ce sont des organes délibérants des régions, organes constitutionnellement nécessaires pour l'avancée de la décentralisation au Cameroun. Il faut que les populations à la base comprennent que c'est leur affaire. Croyez-moi, ils n'ont pas encore compris. Le maire est une institution. Vous êtes cette loi. Je dis le maire. Non seulement il n'est pas seulement un élu, il est une institution. Je ne sais pas si les élus même ne savent même pas ce que ça veut dire. Même les élus, y compris dans la vie de loi là. Vous imaginez dans l'arrière-pays. Parce que les réseaux de la centralisation, les réseaux qui mettaient toi et Yaoundé se sont organisés pour que même les 15% qu'on envoyait à la base tombent dans les mains de leurs gens qu'ils ont placés dans les mairies. Hier, les sous-préfets étaient des dieux, des maires. La tutelle administrative, c'était des dieux, tu ne pouvais rien faire. C'est fini. La région dont parle la Constitution ici, c'est la région collectivité territoriale, c'est-à-dire un découpage du territoire qui est tel que le morceau de territoire donné, la région, en l'occurrence, va être doué de compétences administratives au niveau régional. C'est donc une entité différente de la région unité administrative qui permet à l'administration d'avoir l'autorité sur les différentes parties du pays. Nous avons deux régions. Malheureusement, on aurait dû trouver un nom à l'une d'elles pour qu'elle ne s'appelât pas région aussi pour ne pas faire confusion. Il y a région, unité administrative, mais il y a région, collectivité territoriale décentralisée. La région, unité administrative, n'a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Le gouverneur n'a pas de pouvoir. Il est un administratif désigné par le chef de l'État pour avoir le regard sur l'ensemble de la fonction publique déconcentrée. Et il a sous ses ordres les préfets et les sous-préfets qui regardent ce que font chaque fonctionnaire et chaque ministre, enfin, chaque service déconcentré. Les ministères étant déconcentrés, chaque ministère a des délégations régionales, ensuite des délégations départementales et puis parfois les délégations d'arrondissement. Pour le maillage administratif du territoire. Ceci est une chose différente de la région, collectivité territoriale, créée par la Constitution et douée de pouvoir. C'est pour ça que la Constitution a prévu que la région
est administré par des élus. C'est-à-dire que de la même manière que le chef de l'État reçoit un mandat national pour administrer l'ensemble du pays, de la même manière, vous avez des gens qui constituent le conseil régional et en bas du conseil régional, des gens qui constituent le conseil municipal qui tiennent leur pouvoir du peuple, exactement comme le chef de l'État. Chaque région du Cameroun a désormais à sa tête un président de conseil régional. Cette entité vient s'ajouter aux communes déjà existantes. Parmi les présidents des conseils régionaux, le docteur Jules Hilaire Foka, ce médecin du travail, devrait pour les 5 ans à venir présider aux destinées de la région de l'Ouest. La dernière phase de ce processus de décentralisation, c'était la mise sur pied des régions, qui avait été tant demandée par les gens, et je pense qu'aujourd'hui c'est fait. Nous avons été élus, nous avons été installés, il est question maintenant de se mettre au travail. Les présidents des régions ont pour mission de développer leur région. Et aujourd'hui, au vu des tests, nous avons quand même les coudées franches pour pouvoir travailler, développer notre région, donner une autre vie, peut-être meilleure que celle qui existait dans nos régions. Déjà, qu'est-ce que la commune, qu'est-ce que le conseil régional? Vous savez, quand on parle des collectivités territoriales décentralisées, on a les régions, on a les communes. Les communes sont à un niveau inférieur, je dirais. Il s'agit beaucoup plus des arrondissements, alors que la région couvre l'ensemble de ces communes. Donc, nous devons collaborer de façon inévitable. C'est inévitable cette collaboration. Pourquoi? Parce que la région n'a pas de terrain en tant que tel, alors que les communes ont des territoires bien délimités. Donc, s'il y a des réalisations, s'il y a des projets à réaliser quelque part dans un arrondissement ou dans un département, il faut que ce soit en accord avec les maires de ces communes. Vous savez, chaque commune a un plan communal de développement. Chaque commune a aujourd'hui un document de planification. Le document de planification permet à ces communes de savoir, de projeter les réalisations sur leur territoire. C'est-à-dire chaque commune sait qu'aujourd'hui, s'il y a une industrie, voilà où elle doit être placée. S'il y a une école, voilà où elle doit être placée. S'il y a un centre de santé, voilà où elle doit être placée sur mon territoire. Donc ça, c'est le document de planification que les communes ont aujourd'hui. Alors, si la région veut réaliser quelque chose dans une commune, elle doit tenir compte de ce document de planification. Il y a un plan de secteur, il y a un plan de secteur qui précise au niveau du poste de plan d'occupation de sol ce qui va être fait à tel ou tel endroit. Donc, parmi les plans, les éléments de document de planification, il y a le plan directeur pour les grandes villes. Après ça, il y a le plan d'occupation du sol, il y a le plan de secteur. Donc, la région ne saurait intervenir dans les communes sans tenir compte de ces documents de planification. Nous le ferons avec la collaboration des maires. Nous œuvrons tous pour le développement de notre région et on ne peut pas le faire, chacun à son niveau sans tenir compte de ce qui est prévu dans le document de planification. Tous les organes délibérants des collectivités territoriales décentralisées sont donc désormais en place au Cameroun. Maintenant, sur le plan fonctionnel, comment le processus est juridiquement encadré? Il appartient donc à chaque collectivité territoriale, selon ses spécificités, de travailler, de s'organiser très librement pour ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, le sport, la culture, la santé, l'éducation et la fiscalité. Parce que pour organiser tout ça, il y a eu au départ un ensemble de 6 lois qui doivent structurer la décentralisation. Ça a été ramené aujourd'hui à 3 lois
avec le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Lorsqu'on a fait le Code général des collectivités territoriales décentralisées en décembre 2019, on a rassemblé la loi d'orientation de la décentralisation, la loi fixant les règles applicables aux communes, la loi fixant les règles applicables aux régions. C'est les trois là qu'on a compilés, on a réécrit pour faire le Code général des collectivités territoriales décentralisées. À côté, il y a la loi portant fiscalité locale, c'est-à-dire le transfert des compétences fiscales aux collectivités territoriales décentralisées. C'est cette loi qui définit les impôts que les collectivités territoriales décentralisées ont la compétence de lever. Et le niveau dans lequel elles peuvent lever ces impôts-là. Parce que le principe, c'est que les collectivités territoriales décentralisées ne créent pas l'impôt. C'est le chef de l'État qui crée l'impôt. C'est le gouvernement, en particulier le ministre des Finances, à travers des lois qui définissent ces impôts-là. Mais certains de ces impôts sont créés au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Par exemple, l'impôt libératoire que tout le monde connaît, qui est un impôt au profit des communes. Vous avez la taxe de développement local, la taxe d'hygiène et de salubrité. Il y a 38 impôts créés au profit des communes et des régions. Certaines de ces 38 impôts profitent aux communes, d'autres profitent aux régions. Et entre les deux, vous avez les communautés urbaines qui ont un statut un peu particulier, en ce sens que la loi ne les appelle pas collectivités territoriales décentralisées, mais elles sont des ensembles de collectivités territoriales décentralisées. La communauté urbaine, c'est au moins 2 arrondissements. Au cœur de la décentralisation au Cameroun, la question des financements. D'où viendront les fonds nécessaires pour permettre de booster le développement au niveau local? Jusqu'où s'étendent les pouvoirs des maires et des conseillers régionaux? Maître Bébé René est avocat au barreau du Cameroun et deuxième adjoint au maire de la commune d'Edéa Premier. Vous avez la décentralisation qui est déjà inscrite dans les textes et ces textes donnent aux communes certaines pistes qui leur permettent de travailler. Donc, tout dépend maintenant des gens qui sont portés à la tête des mairies et des régions. Vous avez donc déjà cette dotation spéciale de 15% qui n'arrive toujours pas. Mais vous avez aussi la fiscalité locale. C'est-à-dire les taxes, tout ce que les mairies collectent au niveau des commerçants, les amendes qu'on inflige à tous ceux qui commettent des violations, notamment au code de la route, etc. Toutes ces amendes-là rentrent dans ce qu'on appelle la fiscalité locale. Et puis vous avez à côté de cette fiscalité locale, la troisième source de financement qui est l'emprunt. Les mairies peuvent aujourd'hui emprunter, que ce soit au niveau des banques locales ou même à l'extérieur, suivant certaines modalités évidemment. Mais les mairies peuvent emprunter pour financer leurs projets. À l'intérieur, ça peut être auprès des banques commerciales, mais ça peut être aussi auprès des banques, de la banque des communes, qui est le FEICOM. Mais vous avez à côté de ces trois modes de financement, c'est-à-dire la dotation spéciale au titre de la décentralisation, la fiscalité locale, l'emprunt bancaire, vous avez la source que je considère comme la plus importante, qui est prévue par la loi, qui permet désormais aux collectivités territoriales décentralisées
d'exercer des activités génératrices de revenus. Tout est là. La mairie devient aujourd'hui un commerçant, comme un autre. Et cette source me paraît suffisamment importante, si elle est bien exploitée, pour permettre aux mairies de se financer. Selon la loi, les collectivités territoriales décentralisées devront annuellement percevoir 15% du budget de l'État. Mais cette dotation, déjà jugée insuffisante, n'est malheureusement pas entièrement reversée. Ce qui, de l'avis des acteurs, constitue un frein à la mise en œuvre de la décentralisation. Alors nous parlons, les communes ne sont pas en possession de 15%, qui n'est plus une faveur, c'est un droit légal, parce que c'est inscrit dans le code. Les collectivités n'ont pas encore perçu le 15%. D'ailleurs, la loi des finances n'a même pas respecté les 15%. Ce qui pose le problème de l'effectivité, justement, de la décentralisation. Vous ne pouvez pas voter une loi qui dit qu'on donne 15% aux communes, et après, les gens qui bricolent la loi des finances s'amusent à faire des coupes sur un transfert légalement constitué qui attribue 15% aux collectivités territoriales décentralisées. Donc vous avez là une dynamique contradictoire, mais on peut dire que la dynamique de décentralisation au Cameroun est désormais lancée. Au Cameroun, le Code général de la décentralisation de décembre 2019 prévoit une dotation de 15% du budget de l'État annuellement. Dans d'autres pays de niveau de développement comparable au nôtre, je pense à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres, on est à peu près à 30%. Mais là n'est pas le problème. Au moins, il faut que ces 15% arrivent. Mais vous posez là le problème de fond de la décentralisation. Parce que sans moyens, il ne peut pas y avoir de décentralisation. D'accord? Vous avez donc un débat qui oppose ceux qui pensent que, en fait, de décentralisation, il ne s'agit que d'un leurre. Malgré que cette décentralisation soit inscrite dans les textes, notamment dans le texte suprême. Justement, ceux-là argumentent que ceux qui sont chargés de la gestion de l'État central ne sont pas prompts à donner aux collectivités territoriales les moyens permettant de mettre en œuvre ce pourquoi ils ont été votés. Compétences transférées, communes et conseils régionaux en place, quel rôle doivent désormais jouer les autorités administratives? Pour mieux comprendre, nous sommes allés à la rencontre de Michel-Serge Ebameke, sous-préfet de l'arrondissement de Limbe 2e. L'autorité administrative, pour le cas du sous-préfet que nous sommes ici, nous avons un rôle d'accompagnement du processus. La loi ne donne pas au sous-préfet une position particulière dans le processus de décentralisation. L'autorité de tutelle, c'est le préfet. Le sous-préfet, en ce moment, est comme une courroie, un médiateur, si je ne m'abuse, qui accompagne, même pas un médiateur, un accompagnateur des décisions de l'État au niveau local. Il travaille avec le maire. C'est un accompagnement de proximité. Le sous-préfet et le maire se retrouvent dans la même unité et ils sont donc amenés à travailler main dans la main pour apporter le bien-être recherché par les populations, pour l'encadrement des populations, pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement, pour la mise en œuvre de tous les projets de développement. Le sous-préfet, à la base, est à côté du maire pour se rassurer que tout ce qui est dicté au niveau de la tutelle, tout ce qui est dicté au niveau de l'État est effectivement mis en œuvre. Vous l'avez compris, la question de décentralisation est fortement encadrée par les lois camerounaises. Reste à présent que ces lois soient appliquées sur le terrain. Merci à tous de nous avoir regardés. À très vite.